J'ai attrapé le virus de Saint-Honorat parce que j'ai toujours envie d'y revenir, quoi. C'est bien difficile de partir, mais qu'on sait qu'il faut partir pour revenir, et que ça, c'est très important. On voit tout de suite l'aspect humain, et puis, bien sûr, à ne pas préciser le cadre idéal de travailler dans ces conditions, sur une île qui est absolument paradisiaque. Partir d'ici? Non. Parce qu'ici c'est trop calme. On travaille on est zen quand on travaille. Que sur Cannes, au bout d'un moment on a la pression, le patron on n'arrive plus à le respecter, ainsi que les ouvriers, et on se respecte plus soi-même. Situées au large de la baie de Cannes, les superbes îles de Lérins étaient inhabitées quand saint Honorat vint y fonder un monastère vers 405. En 1869, les cisterciens rachètent l'île. Ils sont maintenant une quarantaine de moines à y vivre et à y prier. Depuis une quinzaine d'années, le vignoble constitue leur principale source de revenus. Père très bon, toi qui as confié la terre aux hommes, pour qu'ils la gardent et la travaillent, pour qu'ils puissent progresser en s'entraidant. Donne-nous de mener nos travaux avec un esprit filial envers toi et un esprit fraternel envers tous, par Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Bénissons le Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Jusqu'au milieu des années 80, la vigne n'était utilisée que pour produire un vin de table destiné aux moines. Aujourd'hui, environ 30 000 bouteilles d'un vin d'excellente qualité sont commercialisées chaque année. Ces blancs fruités, ces rouges puissants et fins, sont issus de cépages tels que Chardonnay, Syrah, Clairette, Mourvèdre ou Uni blanc. 2003 promet déjà d'être un excellent cru. Disons que nous avons le climat idéal. Nous avons eu des pluies au printemps et puis nous avons eu le reste du temps très sec, ce qui a sûrement favorisé parce que les plus gros ennemis de la vigne sont des champignons qui ont besoin d'eau, d'humidité et donc cette année n'a pas eu plus facile. En réfléchissant sur quel créneau économique on pourrait trouver, et en même temps aussi le travail adapté à notre genre de vie, communautaire et monastique. Donc on a réfléchi, puis c'est là, avec des conseils extérieurs, qu'on a dit oui, mais c'est vrai qu'on a un terroir à vigne. Vu le peu de surface qu'on a, parce qu'actuellement on a 7 hectares 60, c'est le maximum, hein, on est au maximum des droits de plantation, et même au maximum, je veux dire, d'emplacement physique, on a tout exploité pratiquement. On a réfléchi, on s'est dit on ne peut pas faire un vin, je veux dire, un peu de table, de consommation courante à des prix assez bas, parce qu'avec le peu finalement de production qu'on a, économiquement, ça nous demandera beaucoup de travail et peu de résultats, peu de bénéfices, ce qui n'était pas le but recherché. Alors on s'est dit, autant tabler tout de suite sur un vin vraiment de qualité. On a obtenu le but qu'on cherchait. Bon, c'est un vin qui commence à avoir une certaine reconnaissance, qui est porté un peu dans les milieux, par les spécialistes du vin. Et en même temps, ce qui nous a aussi beaucoup influencé, c'est que le travail de la vigne correspond bien à notre manière de vivre,
Donc ça permet de rassembler les frères, de faire beaucoup de travaux communautaires. Donc on fait les vendanges ensemble, quand il y a des gros travaux de cave, on les fait ensemble. Et en même temps, ce qui est très bien dans notre vie, c'est que le cycle de la vigne et du vin suit bien tout notre genre de vie liturgique. C'est quelque chose c'est pas un produit instantané, c'est un produit qui évolue sur le cycle d'un an pratiquement. On a fait connaissance avec, par le biais d'amis du monastère, d'œnologues compétents qui ont bien voulu nous suivre dans le premier processus de démarrage de la vigne et de la vinification, et puis surtout le travail de cave, parce que c'est là où le métier de vinification est le plus délicat. Et donc, ces œnologues nous ont pris en main, nous ont suivis, nous ont formés. Puis on a eu aussi des apports extérieurs après pour le choix des vignes, pour la façon de conduire la vigne. Et au bout de quelques années, ça y est, on a commencé à évoluer dans le produit qu'on voulait faire. Alors maintenant, je commence à maîtriser un peu ce métier de la vinification, à vouloir aussi choisir les gammes de vins qu'on veut obtenir. Il y a des arômes de fruits exotiques, ananas, barbe à papa, caramel. Pendant longtemps, c'est la Lérina, une liqueur forte à base de plantes, qui a assuré une part importante des revenus de Saint-Honorat. Sa composition, à base de 50 végétaux différents, est gardée comme un secret d'État. Il faut bien serrer. Voilà. Le produit commence à monter. C'était un frère Combert, une personne qui avait fait de la chimie avant d'entrer au monastère. Et c'est lui qui a suggéré de pouvoir réaliser la Lérina comme gagne-pain, en fait. Puisqu'il y avait d'autres réalités monastiques qui faisaient déjà s'appuyer beaucoup sur la liqueur. Je ne sais pas, je pense à la Grande Chartreuse. À quelle époque c'est quoi? La Lérina Oui. Tout est démarré les années 40. La Lérina a connu une chute importante de ses ventes depuis les années 80, due en grande partie à la baisse générale de la consommation d'alcool fort en France. Frère Benoît, tu as des colis à faire ou tu es avec nous? Non, je suis avec vous. Tu serres la machine Oui, je vais servir. avec, faisant attention aux bouchons qui sortent trop. Oui. Alors je vais pas. Laquelle alors? Celle de caisse pas? C'est ça? Celles qui ont déjà été montées les jours précédents d'abord. Par là. Voilà. Pas celle-là. Non, ça c'est Ouais, et je sais pas, Pierre au frère Benoît à la sortie de la machine. Et puis ensuite les deux autres, ils mettaient les colorettes. Tu mets l'eau, Pierre? Frère Benoît? C'est bon. La production viticole fait gagner environ 130 000 € par an au monastère, ce qui correspond à un gros tiers des revenus de la communauté, le reste provenant des dons et des retraites des anciens.
il fait très chaud. Très chaud. Très chaud. En hiver, très froid, mais En été, très chaud. Donc tu vois, quelqu'un m'a dit hier qu'il s'agit actuellement d'une vague de chaleur qui vient de l'Europe centrale. Les moines cisterciens de Lérins appartiennent à l'une des 3 branches issues de l'ordre fondé à Cîteaux en 1098. Robert de Molesme, un moine bénédictin, s'était alors installé en pleine forêt bourguignonne avec quelques compagnons dans le but de revenir à une ascèse plus grande et à une pauvreté plus stricte. Les cisterciens décidaient de se consacrer principalement au travail manuel, agriculture, artisanat et même industrie au XIXe siècle, alors que les bénédictins firent toujours la part belle aux arts et aux travaux intellectuels. Le fondement dans une vie monastique, suivant la règle de saint Benoît, et c'est toujours valable aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle la lectio divina. Donc il y a donc davantage une méditation, je dirais, aussi savoureuse de la parole. Ça fait partie de la règle et de notre programme de chaque jour. Et comme dans chaque élément de notre règle, il y a aussi des tentations qui vont se mêler, c'est-à-dire que parfois, sous d'excellents prétextes, on peut mettre de côté cette lectio divina. Ça peut être sous prétexte de faire une lecture plus intéressante. Mais ce que je remarque, c'est que chaque fois que je fais ce temps de lectio gratuite, de fait, d'une manière ou d'une autre, dans la journée, ça peut ressortir. La journée est rythmée par 7 offices religieux, de l'Aude jusqu'à Complie. La messe a lieu à 11h15 du matin. Les repas sont pris en silence, à l'écoute d'une lecture choisie par le père abbé. Celui-ci est élu à vie par ses frères. Béni sois-tu, ô notre Père, tu nous donnes la subsistance et tu renouvelles sans trêve l'abondance de tes dons. Accorde aux hommes d'aujourd'hui le souci constant des plus pauvres, que tous reçoivent le pain quotidien et te rendent grâce par Jésus ton Fils, notre Seigneur. Amen. Nous avons dû garder constamment à l'esprit qu'un monastère ne peut se réduire à être une ferme modèle et que les ashrams ne sauraient se contenter d'être des centres pilotes pour le développement économique, même sous le patronage de Gandhi. Il faut comprendre que nous avons dû assurer notre survie au milieu des herbages incultes qui nous entouraient. À présent, l'essentiel est fait. C'est important non seulement pour nous, mais pour toute la population du district. Sans doute est-il temps pour nous aussi de se pencher maintenant sur l'autre face de leur vie, celle qui est consacrée à la prière, à la liturgie, à la formation des novices, à la construction d'une communauté de chercheurs. Saint-Honorat étant situé dans une île paradisiaque, les retraitants affluent de toute la France. L'hôtellerie du monastère, d'une capacité de 40 lits, ne désemplit pas. Les mois les meilleurs sont toujours l'hiver et le printemps. Il n'y a pas trop de monde, l'île aussi elle est plutôt tranquille. Et l'atmosphère est plus vivable. Pendant l'été, c'est pas trop adapté pour les retraites spirituelles. Ah oui, merci. Merci, madame. Il y a un bon pourcentage de personnes qui viennent exactement avec des questions, avec des problèmes à résoudre. Sinon, il y a une autre partie qui vient pour
déjà pour faire une retraite de silence et de prière, hein, sans problème particulier, mais pour vraiment faire silence et prier. Dieu en effet n'éprouve pas le non-parlement. Dieu en effet... Ils ont besoin d'être écoutés. Hein, c'est une des choses de base de l'hôtellerie, c'est d'écouter, c'est de recevoir sans juger. Les personnes ils viennent dans un lieu dans lequel ils ne sont pas jugés, ils font la vie qu'ils veulent, et dans le même temps, ils ont quelqu'un qui a comme tâche de les écouter. Ça ne veut pas dire résoudre les problèmes, mais ça veut dire écouter. Et je pense qu'aujourd'hui, les gens, ils manquent de la relation. C'est la relation qui manque. Hein? On a besoin de l'autre. Un drap qui nous arrive sale, à 8h30 par exemple, si on le lance dans une machine, à 10h30, il est propre et il peut être donné à un hôte. Voilà, encore un peu. Pardon. Il y a une solitude affective qu'il faut savoir vivre à longueur de journée et à longueur d'année, hein, de toute la vie. Il faut faire attention à certaines choses, mais en même temps, la vie affective est quand même suppléée par une vie fraternelle et une vie spirituelle, peut-être plus riche et plus conséquente et plus formatrice pour une formation personnelle, pour croître dans la maturité humaine. La sexualité est un sujet qu'on n'aborde pas en groupe, hein, bon, parce qu'on n'est peut-être pas tous au même niveau. Moi, je ne sais pas du tout comment le frère qui vit à côté de moi dans ma cellule, à côté de ma cellule, vit sa sexualité. Ça me regarde pas. C'est un sujet qu'on aborde avec une personne précise et ça ne regarde pas les autres. Et c'est vrai qu'il faut savoir vivre sa sexualité en tant que moine. Ça, c'est vrai. C'est important. Il n'y a pas de glace. Les moines ne doivent pas se regarder. Et puis aussi parce que le moine doit, autant qu'il peut, se dessaisir de sa personne, se déposséder de lui-même, donc de la coquetterie par exemple. Il peut se voir ailleurs, mais pas au moment où je lui coupe les cheveux, puisqu'il doit faire totalement confiance à son frère coiffeur. Puisque dans la règle, il est marqué qu'un moine n'a rien en propre, même pas la disposition de son corps. Donc c'est pas du tout des paroles en l'air. Ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est les choses désagréables. C'est-à-dire s'occuper des impayés. Oui, continuez à s'occuper des impayés. Continuer à s'occuper des impayés. Je repasserai dans la matinée pour voir ce que vous allez faire. Voilà, je vous laisse le tout. Votre lettre, comme ça, après vous la signerez. Tout à fait, je vous laisse le tout. Tout à fait. Ça, c'est la banque. Il y a eu quelques soucis, vous verrez ça. Je pense qu'il faut éviter deux pièges. Le tout-angélisme, c'est-à-dire une communauté hors du temps et hors des contingences de ce monde. Ça, c'est le premier écueil. Et le deuxième écueil, voir le monastère et faire du monastère un tout économique. Et nous, il nous faut vraiment garder les deux pieds dans ces deux sabots, la prière et le travail. Quand on regarde le monastère, c'est quand même un microcosme qu'il ne faut pas regarder en lui-même, mais voir cela aussi à l'échelle des enjeux mondiaux et de l'économie mondiale. Enfin, en tout cas, c'est ma façon de voir les choses. Et donc, on est interpellé par ce qu'on appelle le développement durable, qui prend en compte la nature, les besoins de l'homme, et à mettre en place comme quelque chose qui perdure dans le temps. Et ça me semble important. Du fait de leur situation de vigile de la baie de Cannes, les moines durent souvent cohabiter avec des militaires dans la partie fortifiée du monastère.
tout était aménagé ici pour pouvoir vivre de manière renfermée. Si ça n'est pas un puits, c'est une citerne. Donc il y avait suffisamment d'eau pour pouvoir vivre en étant enfermé, éventuellement, s'il y avait un siège militaire ou quelque chose comme ça. Donc là, nous entrons dans le réfectoire. Si vous vous rappelez, le réfectoire de la communauté, finalement, c'est très semblable, c'est une pièce longue. Simplement, il manque les tables et les bancs pour manger, puis un peu de revêtement sur les murs, parce que ça, par contre, je pense que ça n'a pas du tout changé par rapport au Moyen-Âge. Qu'est-ce que font les moines dans un réfectoire? Deux choses. Ils se nourrissent en mangeant des nourritures matérielles, et ils se nourrissent aussi en écoutant une lecture. Les moines ont vécu dans ces lieux, en fait, de façon stable et permanente, de la fin du XVe siècle ou du milieu du XVe siècle jusqu'à 1788. Alors c'est peut-être dans cette chapelle qu'il faut faire le preuve de plus d'imagination. Cette chapelle était quelque chose d'extrêmement luxueux, ce dont on n'a plus du tout l'impression aujourd'hui. Il y a une partie du mur qui est effondrée, donc elle était beaucoup plus sombre aussi. Donc elle était réservée à la communauté. Il y avait le long des murs une quarantaine de stalles en marqueterie, on sait. Et puis il y avait ici un grand autel avec des reliques. Cette voûte, elle monte plus haut que le premier étage des soldats. Et donc il y avait des communications sonores. Et on a une lettre du XVIIe siècle où les moines se plaignent qu'alors qu'ils sont en train de célébrer l'office, ils entendent les soldats chanter ou parler. On ne sait pas très bien ce qu'ils disaient parce que le document dit, au nom des moines, ce qu'ils disent et ce qu'ils chantent, nous n'osons pas le mettre par écrit. De Saint-Honorat de Lérins est sortie une impressionnante lignée d'apôtres, dont Saint Patrick, le célèbre évangélisateur de l'Irlande. Ici, c'est sûrement l'endroit à la fois le plus beau et le plus intéressant historiquement. Donc c'est la chapelle de la Trinité qu'on voit là, avec aussi, donc, il y a toutes sortes de ruines autour qui sont les traces de l'implantation des moines au 5e siècle, au moment où le monastère a été fondé par saint Honorat. C'est une chapelle dédiée à la Trinité. Les moines de Lérins avaient à la fois une grande dévotion pour la Trinité et étaient très soucieux de l'orthodoxie de leur foi en la Trinité. Le fait qu'elle soit dédiée à la Trinité explique très certainement qu'il y a 3 absides, c'est-à-dire qu'elle est en forme de trèfle. L'abbaye de Lérins, bonjour. Ben, c'est facile à répondre. Le père abbé nous dit tout le temps que, non mais je mets père abbé devant parce que c'est important, il n'y a que le dimanche où la messe est à 9h50 et attention, on a une compagnie de bateaux qui est à nous, c'est-à-dire que les moines ont posé il y a 4 ans, là en face du palier festival à Cannes, à la jetée Albert-Édouard, billetterie, le premier kiosque c'est le nôtre, il y a écrit Saint-Honorat au-dessus du kiosque. Parce que dites pas comme monsieur tout à l'heure, je ne sais pas si c'était Paris ou pas Paris, mais il m'a dit Lérins. Il ne faut pas demander si de Lérins, il y en a qui se sont déjà perdus le 1er mai. Là. Ils voulaient faire une journée de retraite, ils sont montés à l'autre île, et puis il a passé la journée bruyante comme sur la croisette à Sainte-Marguerite. Il n'a pas rejoint. Le dimanche, donc, il y a du monde, hein, souvent. Nous, on est vraiment... On tourne 300%, quoi. Au revoir, madame. Merci. Ouais, donc c'est comme ça. C'est vrai que c'est un lieu très touristique. Ça n'est pas une gêne, à 2 conditions. Que soit préservé l'environnement au niveau végétal et patrimonial, et donc il faut surveiller ce côté-là. Et puis que soit préservé le climat spirituel de l'île. Et ça peut se faire par une régulation du tourisme. C'est vrai que ça n'est pas facile. Contrairement à toutes les communautés qui étaient sur des îles qui ont déménagé
depuis le 9e siècle jusqu'à relativement récemment. Nous, on a toujours décidé de rester dans cet endroit qui est chargé d'histoire. Et donc, il faut qu'on travaille et qu'on veille pour le maintenir dans un bon état à la fois environnemental et spirituel. C'est sûr qu'aujourd'hui, il faut lutter aussi contre tout l'argent que pourrait apporter ce tourisme et que c'est peut-être la chose la plus difficile.